Allez, on parle de WEC et de la 5e manche du championnat du monde d'endurance, donc au Brésil sur le circuit de Sao Paulo, qu'on connaît tous très bien, notamment avec la Formule 1. On se doutait qu'il y allait y avoir du spectacle en piste, mais cette fois-ci un peu comme à l'image de la F1 finalement. Il y a quelques grands prix. Il fallait regarder derrière parce que devant, total domination de la Toyota comme à l'ancienne. Vraiment, on a revécu quelques années en arrière. 1-2 in practice, 1-2 in qualifying, 1-2 in the race, total domination. Alors ces 6 heures de Sao Paulo ont été un peu à l'image d'Imola, un circuit où il fallait à la fois gérer le trafic, c'était assez important, mais aussi les pneus. Et avec ces dénivelés et ces enchaînements de virages, fallait être à l'affût en permanence, sinon c'était la faute assurée. Et au mieux, t'embarquais personne avec toi, au pire, tu mettais la voiture dans la barrière, parce que les barrières sont pas si loin que ça. Alors oui, cela faisait extrêmement longtemps que nous n'étions pas revenus sur le circuit de Sao Paulo pour l'endurance. La dernière édition remonte à 2014 déjà, où nous avions quelques petites LMP1 entre guillemets, quelques petites P2 et quelques GTE. Dites-vous, en fait, à l'époque, le plateau complet comptait 26 voitures contre 36 aujourd'hui, avec 3 constructeurs en LMP2 contre 9 aujourd'hui en hypercar. Donc c'est assez énorme quand on y pense. Alors il y a 10 ans, un gros crash envoyait Mark Webber à l'hôpital exactement là où il avait fini sa course en 2003 avec Jaguar en Formule 1. Et s'il y a 10 ans, la victoire se jouait à 1/10 entre Toyota et Porsche, il y avait quand même du spectacle à l'époque, aujourd'hui c'est potentiellement un titre qui se joue entre eux, mais ça on aura le temps d'en reparler sur les prochains meetings. Parce que oui, nous avons déjà passé la mi-saison, il sera temps de faire un premier bilan du classement avant le dernier rush des 3 dernières courses de la saison avec le Lone Star Le Mans au quota, les 6 heures de Fuji et puis les 8 heures de Bahreïn. Donc il y a quand même 3 belles courses qui arrivent. Comme je vous l'ai dit, ces 6 heures de Sao Paulo ont ressemblé à un second Imola. C'est une piste assez étroite où la moindre erreur se termine en sortie de piste. Il y a quand même pas mal de dégagement, donc ça va, mais encore une fois, les murs restent relativement proches, donc tu peux facilement taper. Malgré tout, il y a eu quand même de sacrés beaux dépassements, de très très belles batailles, que ce soit en hypercar ou même en LMGT3. Les pilotes ont dû gérer à la fois le trafic et surtout l'usure des pneus parce que c'était un des gros points de ce circuit. On a vu de fortes températures en piste et des conditions assez changeantes d'ailleurs au cours de la course. Manquait peut-être juste la pluie en fait pour avoir toutes les conditions possibles et imaginables. Fallait bien faire attention aux pneus pour tenir 2 relais pour certains parce que je vous le rappelle, en WEC, on peut mélanger les composés de pneus sur la voiture. Genre faire médium sur l'avant, médium à l'arrière gauche et un hard à l'arrière droit par exemple. Ou d'autres mélanges si tu préfères. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc du coup, fallait choisir les bons pneus, mais fallait jouer la position en piste. Et fallait aussi faire attention à ces pneus. Le rêve de tout ingénieur qui te dit toujours à la radio au pilote, attaque, mais conserve les pneus. Un peu comme si on me demandait de faire une omelette, mais tu fais une omelette sans les œufs, sans rien quoi. Voilà. Alors beaucoup, si ce n'est la majorité des dépassements se sont faits évidemment au premier virage, au fameux S de Senna, avec des manœuvres plus sublimes les unes que les autres. Une chose était sûre, c'est que l'extérieur à cet endroit était particulièrement sale et donc ça tirait facilement tout droit. Alors une des Toyota a tiré tout droit en direction de Rio de Janeiro. Puis l'Alpine de Paul Louchatin est partie en tête à queue au même endroit, n'ayant pas assez de grip pour freiner sa voiture. Et toutes les autres manœuvres, le pilote qui était peut-être un peu trop à l'extérieur ne pouvait pas revenir pour se battre dans le T2. En fait, globalement, dès que tu chopais l'extérieur, tu pouvais plus revenir. C'était terminé. Ceci étant dit, on a eu un 3 de front entre une Alpine, une Ferrari et une Porsche où Niklas Nielsen est parti tout droit à l'extérieur. Un bon tassage d'ailleurs de la Porsche numéro 6 sur la Ferrari 51 avec un petit contact, mais c'était assez fair, assez agressif, mais assez fair. Et on a eu un dive bomb comme on les aime de la Jota numéro 12 sur la Cadillac qui est sortie d'un coup de l'aspi pour faire un gros plongeon. On adore. Et alors, ma petite préférée, que j'adore vraiment, celle de la Toyota numéro 7 en fin de course à 4 minutes de l'arrivée. Alors en fait, la Ferrari numéro 51 est devant, la numéro 7 est derrière mais sur l'extérieur et elle finit par croiser d'un coup sec pour plonger à l'intérieur sur le frein et surprendre la Ferrari
petit assage quand même, avec un mini contact en mode bon toutou, reste là, juste sublime. Vraiment, Kobayashi, là, c'était de toute beauté. C'est ce que l'on appelle un demi dans le jargon, ou plutôt la feinte, si vous préférez en français. Alors, toutes ces batailles, il faut évidemment les construire, et le virage 12, c'était crucial pour toute la remontée sur la ligne droite de départ arrivée, ça on le sait. Il faut une très très bonne sortie, donc sacrifier peut-être un petit peu l'entrée, parfois au milieu des LMGT3, donc ça peut vite devenir complexe en termes de pilotage. Et je compte pas tous les moments chauds que les LMGT3 ont dû avoir d'ailleurs avec les hypercars qui déboulaient à plusieurs, passant à gauche ou à droite, ou parfois les deux, etc., pendant que les GT étaient elles-mêmes en bataille. Bref, ça a mouillé le maillot pour tout le monde, que c'est certain. Ça va pas arrêter. Mais alors pourquoi prendre tous ces risques? Eh bien, aujourd'hui, chaque point compte dans un championnat où les premières places n'ont jamais été aussi serrées. Porsche et Toyota se disputent la première place avec seulement 4 points qui séparent du coup les deux constructeurs. Ferrari, qui avait apporté des améliorations ce week-end d'ailleurs, est légèrement en retrait, mais faut dire qu'ils ont subi une BOP relativement sévère à Sao Paulo avec un surplus de poids de plus 17 kg sur la balance, pour atteindre le même poids que la Toyota, mais comme d'habitude, vous savez, les BOP, ça joue sur plein de paramètres de la voiture. Ferrari finira tout de même 5e et 6e, cependant, comme je vous l'ai dit, premier joker utilisé par les Italiens. Alors, Ferrari, en fait, a redessiné les conduits de frein dans le but d'améliorer l'efficacité du refroidissement et a également apporté quelques modifications sur le plan aérodynamique, notamment un nouveau flap sur le bloc avant. De ce fait, en fait, faut pas s'attendre à avoir une incidence sur les chronos en rythme pur. La finalité de ces améliorations, c'est d'améliorer la polyvalence de la voiture sur les différents circuits, la rendre un peu plus homogène partout pour marquer plus de points tout le temps. Alors pour ce qui est des autres constructeurs, on a eu le droit à une très belle performance de la Peugeot numéro 93 qui a décroché donc la 8e place après la désillusion des 24 heures du Mans. Même si les deux voitures étaient déjà à l'arrivée, c'est déjà pas mal. Bravo à eux quand même. Quant à Alpine, 10e et 12e, la 36 a brièvement flirté avec le top 5 pour finalement terminer 10e. On notera un seul abandon dans la catégorie hypercar, celui de l'Isotta Fraschini, malheureusement la voiture italienne qui avait pourtant d'ailleurs terminé la boucle sartoise quelques semaines plus tôt, n'a pas pu finir les 6 heures de Sao Paulo en raison d'un problème moteur. Bon, et si on fait le point sur le championnat, eh bien on remarque la bataille entre Porsche et Toyota pour la première place. Ferrari est actuellement isolé à la 3e place, tandis qu'Alpine et BMW sont à égalité à la 4e place. Ensuite, on retrouve Peugeot puis Cadillac qui n'engagent qu'une seule voiture, tout comme Lamborghini et Isotta Fraschini qui, elles, ferment la marche. Ces trois constructeurs sont les seuls à engager une seule voiture en hypercar. Normalement, ça devrait changer pour l'année prochaine. Alors, pour ce qui est de la Coupe du Monde FIA, c'est là où on met les écuries privées, eh bien, on retrouve la Jota numéro 12 largement en tête devant la Proton et la F Corse qui sont au coude à coude. La deuxième Jota, quant à elle, est en dernière position. Bon, si Sarah Bovy et Esteban Masson m'avaient dit que c'était chaud de gérer le trafic à Imola et puis aux 24 heures du Mans, j'ose imaginer le calvaire qu'ils ont dû endurer pendant ces 6 heures de Sao Paulo, parce que là, en moins de 30 minutes, le plateau hypercar avait déjà rattrapé les GT3, et quand on ajoute à cela que la piste n'est pas très large, mon Dieu, quel boxon. Alors, pole position encore une fois des Iron Dames avec un très beau tour réalisé par Sarah Bovy qui a relégué la Porsche du Pure Racing à 3/10, je crois. La Lambo des Dames était sur la tangente à chaque gros frein, c'est assez beau, bien contrôlé de la part de Sarah, vraiment très cool. Malheureusement, la course s'est une nouvelle fois mal terminée pour les Dames, avec un bon départ et des relais de course solides, mais qui perdait peut-être un petit peu en performance face à la Porsche en rythme pur. Cette Lamborghini rose était compétitive et ça pouvait jouer facilement la deuxième place. On les a vus à la bataille côte à côte pendant plusieurs virages et on sentait que la Porsche était particulièrement à l'aise sur toutes les trajectoires possibles, donc bon elle pouvait pas non plus lutter indéfiniment. Mais arrivé au 4e arrêt, problème de pompe à eau avec une très grosse fuite contraignant Michel Gatting à abandonner cette saison. Que ce soit d'ailleurs en ELMS ou en WEC, les Dames, elles sont un peu maudites, mais faut voir le positif dans tout ça, elles ont un vrai putain de rythme, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais ça roule fort et leur équipage il est solide, donc c'est vraiment cool. C'est donc la Porsche numéro 92 du Manthey Pure Racing qui remporte, mais alors haut la main, ces 6 heures de Sao Paulo, devançant je crois d'un tour l'Aston Martin du Heart of Racing. Rien que ça, voilà. Derrière, on retrouvera quand même deux McLaren de chez United qui ont réalisé une très bonne course d'ailleurs et qui signent, je crois, leur premier podium, donc bravo à eux. À noter qu'on a eu le droit quand même à 6 constructeurs différents sur le podium cette saison, Porsche, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ford et donc McLaren.
Ça montre encore une fois l'homogénéité de la catégorie et ça c'est un très bon point pour justement l'avenir du championnat LMGT3, donc c'est cool. Pour revenir à la course, on retrouve à la 5e position notre docteur favori, Valentino Rossi, qui aura fait le show pendant ces 6 heures de Sao Paulo. Ouais, ça faisait 2 courses que la BMW WRT numéro 46 n'avait pas franchi la ligne d'arrivée. Elle avait abandonné à Spa sur un crash avec une Jota, je crois, et s'était mise toute seule dehors lors des 24 heures du Mans. Donc cette barre a été redressée, ça y est, nous avons eu droit à une course offensive de leur part avec un Valentino de plus en plus à l'aise dans cette voiture qui se permet d'ailleurs de retrouver un petit peu un côté combatif comme ses années moto, donc ça fait plaisir à voir. José María López, alors lui, il est dans la Lexus numéro 87 du team Acodis. Alors oui, c'est la même voiture que Esteban Masson et ils se sont battus pendant la moitié d'un tour contre Valentino Rossi. Alors Valentino, lui, il tente une première fois de le dépasser au virage 8. Sans succès, l'Argentin ferme la porte, aucun problème pour le docteur qui retente directement au virage 10. Cette fois-ci, José María López lui ferme à nouveau la porte, quitte à avoir un petit contact avec le pilote italien, un poil limite, mais bon, ça reste assez agressif moi je trouve. Arrivé au virage 12, Rossi sait qu'il doit prendre l'aspi pour tenter un dépassement dans la ligne droite des stands et c'est ce qu'il fait, il est pas bête, il se colle dans les échappements de la Lexus, se décale à l'entrée du dernier virage et donc les deux sont côte à côte dans la ligne droite, Rossi freine au bon moment et puis ça passe. Bref, c'était magnifique et ça leur permet de prendre bien la 5e place ainsi que la 6e place au classement des équipes. Esteban Masson, lui, a aussi été en bataille pendant ses relais, encore une fois avec la BMW numéro 46, oui, mais cette fois-ci c'était contre Ahmad Al-Arti et on n'était pas loin d'un 4 de front justement au moment où ils se sont battus sur la grande ligne droite là. Presque 4 de front, c'était chaud. Alors au classement des équipes, on trouve le Manthey Pure Racing largement en tête avec derrière elle la numéro 91 du Manthey EMA qui avait remporté les 24 heures du Mans quelques semaines plus tôt. Je sais même pas si on dit IMA ou EMA. Vous choisirez dans les commentaires. Seulement, cette numéro 91 au Brésil, elle a fait une course assez anonyme en finissant 12e. Bon, voilà. Alors la BMW WRT 31 se trouve à la 3e place du classement, à seulement un petit point de la Porsche 91. Le championnat est donc pas du tout joué. Je vous rappelle qu'il reste 3 courses en wake et donc tout peut arriver. Alors on notera également que les Iron Dames sont seulement 8e du championnat avec notamment un 2-0 pointé qui font un petit peu tâche. Alors à chaque fois c'était sur pépin mécanique, mais malgré ça, encore une fois je vous le dis, elles ont un très bon rythme. Elles mériteraient de se retrouver à la bataille pour le championnat. Et enfin, Esteban Masson et son équipage sont malheureusement derniers au championnat, mais je vous rappelle que la Lexus reste une vieille voiture entre guillemets, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit et qu'elle roule entre guillemets, et que sa remplaçante est déjà en roulage en test privé depuis l'année dernière. Il faudra prendre son mal en patience un petit peu du côté de chez Acodis. Je sais pas si ce sera pour l'année prochaine ou pour 2026, mais à voir. Alors vous le voyez, que ce soit en hypercar ou en GT3, les championnats ne sont pas du tout joués d'avance. En regardant de plus près, on constate qu'on a un très beau championnat, plein de suspense et de rebondissements. Chaque course apporte son lot de surprises. Vous pouvez passer de héros à zéro en un week-end et inversement. Donc les écarts entre les équipes sont souvent minimes, vraiment rendant chaque point absolument crucial. Faut pas se foirer, il faut avoir les bonnes stratégies, etc. Et à chaque fois, ça joue sur plusieurs heures, mais sur quelques secondes. Les batailles en piste sont incroyablement intenses et les pilotes ainsi que les écuries donnent tout pour évidemment remporter la victoire. Je trouve que c'est vraiment plus agréable d'avoir 2 catégories qui en plus sont méga disputées. C'est plus simple à suivre que l'année dernière où on avait 3 catégories plutôt cool. Mais là, les 2 catégories, elles sont vraiment vénères. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour le coup, mais je suis assez intéressé par vos avis. Alors maintenant, on a le droit à une grosse pause. Donc rendez-vous le 1er septembre pour le Lone Star Le Mans au Kota et le 5 septembre pour le débrief. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.